Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, l'émission 100% NBA, 100% basket. Alors, c'est un format un peu particulier ce soir, forcément, puisqu'on est en période de confinement, donc on n'a pas de studio. On fait avec les moyens du bord. On tenait quand même à enregistrer l'émission là pour le coup, et même si la NBA est toujours suspendue. Donc, pas de studio. Donc, on a fait comme on pouvait. On est sur Zoom et on est aussi en direct du coup sur les ordis sur Facebook. Donc, bonjour à vous si vous nous écoutez sur Facebook. Vous nous voyez sûrement, on est tous là, présents. Merci à vous et puis à tous ceux qui nous écouteront via les plateformes de podcast plus tard sur SoundCloud, Mixcloud, Apple Podcast, et, YouTube, Deezer et compagnie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, du coup là sur Facebook et puis même sur nos pages sur Insta, sur Twitter, pardon, timeout-on air et puis sur Insta aussi timeout NBA podcast. Alors pour l'émission de ce soir, je vous l'ai dit, la saison elle est interrompue et du coup on parlera pas d'actu, mais on va parler d'un sujet qui nous concerne tous plus ou moins. On va parler des Européens dans la NBA. Il y a pas mal de joueurs qui se sont illustrés. On va parler de Tony Parker, on va parler de Dirk Nowitzki forcément, de Luka Doncic, de Giannis Antetokounmpo. On va parler aussi de l'ex-Yougoslavie forcément aussi. Et puis voilà, et du coup, je vais vous présenter tous ceux qui sont là pour m'accompagner ce soir. On a une équipe un petit peu particulière ce soir, mais vous les connaissez pour certains. On va commencer avec l'incontournable Antoine Delplanque. Antoine, est-ce que tu m'entends? Antoine, comment ça va? Je t'entends bien, je m'entends bien. Salut à tous en live, ça va? Ça bug un petit peu, je ne sais pas si ça fait pareil pour vous, mais du coup, Antoine, tu es là, tu es chez toi à la maison là? À la maison, confinement, on écoute les consignes, on reste chez soi, on se lave. Ça bug un peu, effectivement. On a du mal à avoir Antoine Yonim. Antoine, il faut payer la connexion Internet. N'oublie pas. On est aussi du coup avec quelqu'un que vous connaissez aussi forcément, Thomas Borval, notre sixième homme de légende, qui est bien plus qu'un sixième homme au final. Thomas, comment ça va? Avoue que tu es là ce soir uniquement pour nous parler de Dirk Nowitzki. Exactement. Moi, dès que j'ai entendu européen, je suis venu juste pour dire. Je le savais, je le savais. Mais du coup, merci d'être avec nous aussi là ce soir. Un autre membre de l'émission que vous connaissez, mais dont vous n'avez pas forcément vu le visage cette saison. C'est un incontournable aussi. Vous l'avez peut-être vu sur les Nets Talk avec Brooklyn Net France. Notre cher ami Flavien Porta qui s'occupe de la technique cette année pour l'émission et la préparation de l'émission et de tout ce qui est chiant à faire aussi et qui est là avec nous ce soir. Salut Yodim, salut à tous. Comment tu vas? Ouais, tranquillement, on a préparé une bonne émission, ça va être cool, ça va être sympa. J'espère que ça va être une bonne émission. Et puis, un petit nouveau que vous ne connaissez pas forcément. Alors, c'est un autre Antoine. Du coup, on va l'appeler Tonio pour que ça soit plus simple pour nous. Notre cher ami Antoine Ajavou, Antoine, qui est notre community manager cette saison, qui a pas mal taffé, notamment sur l'émission Top de la décennie. Et du coup, c'est la première pour toi derrière, alors pas un micro cette fois-ci, mais première en direct pour toi. Exactement, un vrai plaisir de vous rejoindre. Ça nous fait plaisir avec ton beau maillot des Tigres. Exactement. C'est ambiance à la maison. On vous l'a dit, émission ce soir un peu spéciale. On pense aussi aux autres chroniqueurs qui sont bloqués chez eux. Certains ont une Wi-Fi un peu pourrie. Je pense à Léo Stali, Samuel Zaguri, Emmanuel Pierre. Les gars, on pense à vous. Et puis, je veux juste terminer cette petite intro pour cette émission spéciale joueur NBA en Europe en remerciant Samy, du coup, qui nous fait la prod de l'émission. Samy, comment ça va? Ça va très bien. Comme tout le monde, hein, confiné. Malheureusement, je pensais avoir mon pull des Golden State et je ne l'ai pas retrouvé. Je suis bien malheureux. Ouais, Mon pull de cœur, vous le savez, pour ceux qui écoutent. Et il y a des inconditionnels hein, qui savent que tu es un grand fan des Warriors et tu viens nous le dire souvent dans l'émission. Hein, je suis un peu aux couleurs des Warriors ce soir, donc ça passe. Quoi. Allez, ça passe. On va dire que ça passe. Les gars, on est parti du coup pour cette émission spéciale joueurs NBA européens. On va commencer avec du coup la première partie. Ça va être on va parler des Yougoslaves, de l'ex-Yougoslavie, un gros vivier d'Européens. Les gars, c'est parti pour une heure d'émission. C'est parti pour une heure de time-out. Karasev for three. Misses it. Yugoslavia have won.
Yugoslavia have won World Basket 98. An unbelievable fight back. Du coup, les gars, on est ce soir-là tous ensemble pour parler des joueurs NBA et des joueurs européens, surtout en NBA. Alors, je vous l'ai dit, ça va être grosse émission. On ne parlera pas de tout le monde. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui sont d'époque, hein, qui ont marqué la NBA, mais dont on ne parlera pas forcément. Ça fait beaucoup de monde. Je pense notamment au premier joueur, je ne sais pas, des mecs comme Charlie Weffer, c'était un Allemand qui a fait le premier match NBA en 1946, ou l'Italien Hank Biasati. C'est des mecs qu'on n'en parlera pas forcément ce soir. Et je vais vous proposer de commencer directement avec l'ex-Yougoslavie. C'était dans les années 80, 85, début des années 90 aussi. C'était une grosse arrivée dans la NBA. Ça a été quelque chose qui a pas mal marqué. Il y a un gros vivier là-bas. Comment vous les gars, là, comment vous voyez ces joueurs yougoslaves? Est-ce qu'il y en a qui, parmi les innombrables joueurs qui ont joué, est-ce qu'il y en a un parmi d'autres qui vous marque particulièrement? Je sais pas. Si moi, Oui, j'en ai un si je si suis tu... sûrement Drazen Petrovic. Drazen, effectivement. Flav, tu disais, pardon? Bah, je disais Drazen Petrovic également, mais après, on a pas mal de noms derrière qu'on fait le job. Je sais pas, on peut parler de Vlade Divac. Antoine, on parlerait sûrement mieux que moi. On parle de Tony Kukoc qui est Grand le pivot. Bull. Donc on a quand même tu le disais, un vivier d'Européens qui a bien fonctionné fin des années 80, début des années 90 et même plus tard encore. Et c'est eux les vraies premières stars européennes en NBA. C'est ces mecs-là, c'est vraiment ces visages avec Petrovic sûrement en premier nom. Et Drazen, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vous invite, pour avoir préparé l'émission, et j'ai écumé pas mal de sites. Il y a pas mal de sites qui retracent toutes les histoires de ces Européens, justement, là, qui ont marqué la NBA. Allez voir, hein, sur les sites de Key-Basket, de Basket Rétro, même du Basket Le Mag. Ils font pas mal d'articles assez intéressants. Drazen, qui a un destin assez tragique, hein, qui est mort en voiture après sa 4e saison NBA seulement. C'était assez triste quand même parce qu'il allait marquer la ligue au final. Ouais, mais je pense que c'est ça qui a construit un peu sa légende, hein. C'est un peu triste à dire, mais les destins tragiques, tu vois, ça ajoute au caractère légendaire des carrières, des personnages, et c'est pour ça qu'on retient aussi Drazen Petrovic. Mais au-delà de ça, c'est surtout un joueur exceptionnel. Je crois que, bon, j'en parlais un petit peu aussi dans ma chronique très rapidement, mais après ces 2 saisons ratées à Portland, il a eu sa chance à New Jersey, il l'a saisi, tu vois, complètement. Et franchement, tu vois, il a fait le max avec ce qu'on lui a donné. C'est pour ça qu'on le retient. C'est vraiment un des symboles des Yougoslaves en NBA. Ouais. Thomas, toi, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, quelqu'un que tu voudrais citer là comme ça? Moi, c'est un petit peu plus tard parce que Drazen Petrovic, j'ai vu que des highlights et tout. Mais il y en a que, enfin, je pense qu'on a tous eu la chance de voir jouer. Et Antoine, il va pas me contredire, mais moi, c'est plus Peja Stojakovic. On est Et partagé, ouais. voilà. Et moi, j'aime bien tout ce qui est shooter. Et il avait une telle grâce dans son jeu, une élégance. Et moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'étais jeune. Mais justement, tu fais bien de le lancer, Antoine. Tu voulais nous parler, toi, d'un joueur qui a marqué son époque aussi. Tu as préparé une petite chronique dessus. Je vais te laisser la parole, du coup, pour parler de joueurs dont vient de parler Thomas, qui t'a parfaitement lancé, passe en profondeur incroyable. Pour revenir un peu sur ce qui est le joueur yougoslave, un Antoine, je expert dans ce t'entends domaine, c'est très bah, mal. son doté d'un shoot assez. Vous m'entendez bien ou pas? Moi, je Je t'entends t'entends, pas bien non plus. Hein. ça coupe plutôt beaucoup. Je ne sais pas si c'est ta connexion ou pas, mais Parce tu que j'ai frises une bonne question. et… Bah, c'est surprenant. Ouais, non, parce De qu'on quoi? t'entend pas très bien. C'est les aléas du direct de cette émission. Vas-y, Antoine, je essaie de parler un petit peu pour voir si ça marche mieux. Est-ce Tout que à vous l'heure, ça marchait bien. m'entendez? Vite Ah, fait. ça a l'air mieux. Est-ce que ça marche? Ouais. Ça a Ah, c'est l'air un mieux, peu mieux. dites-moi Ouais. bon. Ah, là, c'est mieux. Ouais.
Ouais, carrément. Ce que je vais un petit peu aborder avec les joueurs yougoslaves, d'abord, c'est leur expertise en termes de basket. C'est quand même des joueurs qui ont une forte vision de jeu. On le voit encore aujourd'hui quand on voit un jeune débarquer à NBA. Puis c'est aussi leur foot, c'est pour ça que j'ai envie de parler de Peja Stojakovic. Antoine, je Donc, te coupe à parce que partager. Antoine, je te coupe, ça bug vraiment trop. Tu parles en crypté de la planète. Je t'invite à, si tu peux, je sais pas, voir sur sa connexion et voir si tu peux, si ça marche ou pas. Les gars, bah, du coup, on laissera Antoine terminer Ouais. sa chronique après sur là-dessus, mais justement, on a parlé de Stojakovic, on a parlé de Drazen aussi. Il y a des mecs comme Vlade Divac qui sont arrivés en 1989 qui ont marqué la ligue. Et au final, gros vivier, hein, cette ex-Yougoslavie, au final. Ouais, ben, je crois que Antoine allait, enfin, de ce que j'ai compris des petits mots qu'on a entendus, il allait en parler un peu. C'est que les joueurs yougoslaves, ils avaient cette particularité d'allier la technique avec des caractères ultra forts. On le voit pas seulement dans le basket, on l'a vu aussi dans le foot, où les anciens joueurs yougoslaves dans le foot étaient ultra techniques et sur le terrain, il fallait pas les chercher, quoi. Et là, au basket, c'est pareil. On a les noms dont on parle depuis tout à l'heure, hein, Divac, Petrovic, tout ça. C'est des mecs qui, bon, Divac, c'était plus avec les flops, hein, mais c'était toujours très très fort, un passeur hors pair, c'est la technique, la science du jeu, le QI basket. Et les Yougoslaves alliaient tout ça très très bien. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, parce que finalement, même si c'était une union de plusieurs pays, c'était finalement un pays assez restreint. Et la densité de talents qu'ils nous ont sortis au niveau du basket en NBA, c'est exceptionnel. Ouais. Moi, je Ouais, pense c'est une que équipe qui est pas. Vas-y Thomas. bah voilà, mais je veux juste revenir sur ce que tu disais. Moi, je pense que c'est en fait, enfin, quand tu n'as pas les qualités athlétiques, il faut forcément pallier par quelque chose. Donc, tu pallies par la technique et par ta vision de jeu et la vista. Et c'est quelque chose que tous ces pays de l'ex-Yougoslavie ont. Tu vois Luka Doncic aujourd'hui, tu vois Bogdanovic, tu vois Jokic, Nurkic, etc. C'est quand même des joueurs qui sont très techniques et qui ont cette vista et aussi cette qualité de passe et qui sentent aussi très bien le jeu. Et puis la Yougoslavie, c'est une nation qui, dès les années 80, même avant encore, performait déjà sur le basket international. Ils sont champions olympiques en 80. Ils ont 5 titres de champion du monde. Ils sont 8 fois champions d'Europe. Donc c'est une équipe qui concrètement a marqué déjà son époque avant les années 2000 et jusqu'à l'entrée des années 2000, jusqu'à ce que la Yougoslavie n'existe plus en tant que telle. Et c'est ça aussi, c'est que c'était un pays de basket finalement et c'était, je pense d'ailleurs, le premier en Europe, le vrai premier pays de basket. Ouais, ça fait partie des nations qui ont eu la chance de pouvoir s'intégrer vraiment il y a eu des entraîneurs, des coachs, des personnes qui ont été justement aux USA, qui ont pu comprendre comment fonctionnait le basket américain et revenir du coup en Yougoslavie. Et du coup, faire partager ça à tout le monde, aux jeunes. On le sait, hein, tu l'as dit, pas mal taffé du coup sur l'intelligence de jeu, sur le style à l'européenne, entre guillemets. Et c'est ce qui a fait la diff et ce qui a séduit, je pense, les Américains et qui a fait qu'on a pas mal de ces joueurs-là qui sont arrivés en NBA au final et qui ont marqué leur époque. Non, mais bien sûr. Après, c'est du coup eux qui ont permis aux Européens pour leur ouvrir la porte dès le début des années 2000. Alors on le verra tout à l'heure avec les trois plus gros noms que sont Pau Gasol, Dirk Nowitzki et Tony Parker, qui ont vraiment ouvert la porte encore plus aux Européens. Mais à la base de la base, c'est la Yougoslavie, c'est ce pays-là qui a fait que c'est devenu une nation importante et que l'Europe puisse développer un basket de qualité. Les gars, j'ai fait un petit 12 majeur, enfin un petit 5 et un rooster complet au final de la Dream Team, entre guillemets, yougoslave, si elle existait encore en NBA actuellement. Et franchement, on aurait du lourd. Alors, à la main, du coup, on aurait Dragic, qui est plutôt pas mal. À côté de lui, Luka Doncic, Bojan Bogdanovic à l'aile, Dario Saric au poste 4
4 et puis Nikola Jokic au poste 5. Et parmi les remplaçants, il y a pas mal de beaux noms non plus. On a du coup l'autre, Bogdanovic, qui joue aux Kings. On a Belica, Vucevic, Nurkic, Marjanovic, du coup, notre cher Boban. Et puis Mario Nzonza, qui est pas mal non plus. Ça fait un beau 5, enfin un beau rooster au final. Belle équipe. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au fait, même encore aujourd'hui, chez les joueurs de l'ex-Yougoslavie, on retrouve les mêmes qualités que chez leurs aînés. En fait, tu vois, tu regardes Nikola Jokic, tu regardes Luka Doncic, c'est une science du jeu hors pair, c'est la qualité de passe. Bogdanovic et Saric, c'est des caractères pareils, tu vois, qu'il ne faut pas chercher. Il y a un héritage qui s'est transmis, même avec la séparation de ce pays, à travers les générations. Et ça, c'est beau à voir tu vois, encore aujourd'hui. Juste pour aller plus loin, j'avais vu il y a quelques jours sur les réseaux un petit montage en fait de quelqu'un qui reprenait genre en fait, tous les Européens, enfin les meilleurs Européens, et il demandait si cette équipe pouvait gagner 3 fois de suite le championnat en fait. Et imaginez-vous, faites-vous une top team là dans votre tête vite fait de tous les joueurs européens que vous mettez dedans. Et imaginez-vous l'équipe que ça fait. Franchement, c'est très très lourd, très très lourd. Non, c'est vrai qu'il y a de quoi faire hein, parmi les Européens, les Yougoslaves et puis même toute l'Europe de l'Est, etc. Il y a pas mal aussi de franchises qui ont, parlons-en aussi de ces franchises-là qui ont donné qui ont osé hein, aller taper dans les Européens. Alors là, je pense aussi du coup au MAV parce que Ouais. ils ont pris du coup d'heure qu'on en parlera. Ouais, et Mais ils c'est ont vrai qu'ils sont. drafté Schrempf aussi. C'est eux qui ont C'est ça. drafté des Schrempf. Je, je te laisse, enfin, je vous laisse dire son nom parce que parce que voilà, vous connaissez mon aptitude à dire les noms de famille, les noms de famille allemands, laisse tomber. Mais et oui, ça fait partie. C'était du coup dans les années Milieu des années 80. Ouais, 80, 85, je crois. Et ça fait partie de ces joueurs. Il a été 3 fois au All-Star Game, 2 fois meilleur 6e homme de la ligue. c'est loin d'être un tocard, quoi. Tu vois, Ouais, ça fait partie des franchises aussi. Du coup, je pense aux Mavericks qui ont été les premiers à oser véritablement donner de l'importance à ces Européens et c'est important, il faut le dire. Ah bah oui, hein. C'est un peu grâce à eux qu'il y a eu cette vague. Et voilà, non, franchement, moi je trouve ça très agréable et c'est bien pour la culture et le basket européen d'avoir des joueurs qui, si on peut le dire, brillent outre-Atlantique. Et c'est tant mieux. Justement, on remonter un petit peu dans le temps. On va parler de ces. On a parlé de l'ex-Yougoslavie. On va dire que c'était les années 80, 85, début des années 90. Et plus on remonte et plus on arrive dans ces années 2000, fin des années 90, les années 2000. Et ça va être au final les années un petit peu d'or pour le basket européen en NBA. On va parler de Dirk Nowitzki, on va parler de Tony Parker notamment. Ça fait partie de ces joueurs qui ont marqué leur génération au final et qui ont marqué la NBA européenne. Justement, Thomas, là, toi, un petit mot sur Dirk. On sait que tu es fan des Mavs. On va commencer par là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, Je crois sur la qu'on a un légende qui est petit Dirk jingle, Nowitzki? Yannick, excuse-moi de te couper, mais je crois qu'on a un petit jingle pour ça. On the drive, nearly lost it, still dribbling. Parker with 2 to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in. What a shot from Parker. Unib. Oui, je suis là. J'écoutais la petite musique bien sympathique du jingle. Moi, j'aime bien les petites musiques pour les jingles. Ça fait une petite pause. Et t'inquiète, Samy, pas de souci. Du coup, comme je te disais, ouais, Thomas, qu'est-ce que, en tant que fan légendaire des Mavs, tu peux nous dire sur Dirk, justement, qui est aussi une légende pour le coup. Bah, il y a beaucoup de choses à dire sur ce joueur, hein. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est dans son début de carrière, en fait, c'est qu'il arrivait comme ça, tout gringalé, un mec qui sort d'Allemagne, où personne le calculait. Et, et en fait, à force de travail, d'abnégation, il a jamais lâché l'affaire parce que ses premières années, elles étaient très difficiles, voire chaotiques. Et finalement, c'est devenu la légende qu'il est, quoi. Et tout ça parce qu'il a travaillé, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est un exemple, je pense, pour beaucoup de basketteurs européens. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi, je pense, d'écrire leur histoire, quoi.
Est-ce qu'on peut, les gars, dire que Dirk est le numéro 1 européen all-time? C'est que Non, c'est Euh, sans aucun doute, C'est moi, je compliqué. pense. Hein. Bah, franchement, moi, je sais pas. Ça dépend sur quoi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. on est d'accord. Je pense qu'individuellement, c'est peut-être le meilleur parmi les trois qu'on a, enfin, parmi Parker, Gasol, etc. On peut encore peut-être aussi citer Kirilenko, mais je pense qu'individuellement, c'est les meilleurs, mais collectivement, c'est pas lui qui a eu la meilleure carrière. Ben, je ne suis pas tellement d'accord parce que quand tu regardes sa carrière, bon, déjà, il y a tout l'effet que tu as rappelé, la manière dont il est arrivé dans la ligue, le move qu'il a créé et développé, le fadeaway, Sur une jambe, c'est ouais. exceptionnel aussi. Mais quand tu regardes aussi les résultats de son équipe, c'est 11 saisons consécutives à plus de 50 victoires, c'est Ah, un MVP. Tu vois, non, mais il a vraiment porté son équipe. Bah, tu vois, je ne vais pas te l'apprendre à toi, mais ouais, non, c'est il a, clair. il a porté les masses pendant plus d'une décennie. Premier MVP européen, quoi. Exactement. Exactement. Et voilà, le succès collectif, bon, il y a eu de la malchance avec les blessures, ses blessures à lui, les blessures de Steve Nash aussi. Mais il y a plusieurs fois où ça aurait pu aller jusqu'au bout. Et c'est un peu la malchance qui a joué. Je pense que individuellement, en termes d'accolade, il y a aucun débat. Voilà, 30 000 points, il est sixième aujourd'hui sur la liste all-time. Il a son move iconique, il a un titre en 2011 qui est tout aussi légendaire. Et collectivement, on ne peut pas non plus sous-estimer les saisons consécutives d'excellence des Dallas Mavericks. Et puis même avec la sélection, il y a une médaille de bronze au championnat du monde, une médaille d'argent à l'Eurobasket. Franchement, pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de débat, même si on est chauvin avec Tony Parker. Ouais. Dirk Nowitzki, Mais, c'est le mais top même shooter. Gasol, tu vois. Gasol, c'est 2 titres, c'est beaucoup d'euros avec l'Espagne, c'est des championnats du monde. Après, là, c'est ce que je dis, individuellement, ça vaut peut-être pas dire que Tony Parker non plus, ça vaut pas dire qu'individuellement. Mais après, on va dire que Tony Parker a eu la chance peut-être de tomber aux Spurs et Gasol a eu la chance peut-être de jouer avec Kobe, etc. Et ça n'a jamais été vraiment les franchise players aussi de leur équipe, mais je sais pas. Ça Je fait pense partie qu'il y des. a quand même débat en fait. Il y a C'est quand pour même ça, débat. ça fait partie des. Alors, j'ai posé la question un petit peu partout depuis ce matin. Alors, au départ, ça part sur un. Faut pas qu'il y ait de débat sur numéro 1, pas numéro 1. Et au final, on sent que les gens s'enflamment un petit peu sur les débats. Attendez, c'est vrai qu'il y a des solides arguments de tous les côtés, hein, entre Gasol, Tipeee aussi, qui a une carrière incroyable avec l'équipe de France aussi. Et puis, avec les Spurs, je vous l'apprends pas, les gars, avec tous les titres qu'ils ont gagnés. Et puis, on l'a dit, Dirk, ça a été solide aussi, et voire très solide. Donc c'est vrai que au départ, on est sur un non-débat et au final, on a envie de s'enflammer un petit peu sur la question. Du coup, je voulais avoir votre avis sur la chose. Après, au final, de toute manière, ces trois joueurs-là, Tony, Pau Gasol et Dirk Nowitzki, ils ont quand même, quoi qu'il arrive, permis à d'autres Européens plus tard de s'affirmer, d'être choisis à la draft plus haut que ce qu'ils n'auraient peut-être dû. Là, en tête, là, par exemple, j'ai Darko Milicic qui est par exemple choisi devant Carmelo Anthony en 2003, qui reste quand même un des plus gros flops dans le top de la draft. Non, mais ces trois joueurs-là ont ouvert la porte définitivement aux Européens et dans le même temps, en plus, les États-Unis avaient pas une hégémonie totale sur le basket international, que ce soit champion du monde, que ce soit Jeux Olympiques. Ils ont pas mal perdu, on en parlera après de toute façon, mais globalement, les États-Unis ont commencé à faire confiance aux Européens et même que c'est parti de toute manière des coachs, mais de toute façon, Antoine, je crois que tu voulais aussi en parler. Vous faites mes transitions, les gars, justement. Tu parlais des joueurs de l'NBA et des Américains qui commençaient de plus en plus à faire confiance aux Européens. Et justement, Antoine, toi, tu voulais nous parler de ces coachs qui avaient osé franchir le pas et osé donner leur chance à ces Européens. Tu vas nous en parler tout de suite. Ouais, non, mais je voulais parler de ces entraîneurs et dirigeants qui ont donné la chance aux joueurs européens. Parce que quand on parle des joueurs européens NBA, on est obligé de parler des stéréotypes et de la façon dont ils ont été perçus par le petit monde du basket américain. Et d'ailleurs, c'est des stéréotypes qui sont tenaces, hein, qui existent encore aujourd'hui en 2019, en 2020. Je prends l'exemple de Luka Doncic. C'est un mec qui est champion d'Europe avec sa sélection nationale, champion d'Espagne, MVP de la Liga, deuxième meilleur championnat du monde, vainqueur de l'Euroleague, MVP de l'Euroleague, MVP du Final Four, tout ça avant ses 20 ans. Et on se demandait toujours au moment de la draft s'il allait être un bon joueur NBA.
Tu vois, c'est les stéréotypes, c'est les idées reçues. Et j'ai un autre exemple, c'est quand les supporters des Knicks ont sifflé la sélection de Porzingis à la draft 2015. C'est pas parce qu'ils ont étudié le jeu à la vidéo pendant des heures et des heures. Hein. Au mieux, ils ont vu un petit highlight de 3 minutes sur YouTube. S'ils l'ont sifflé, c'est à cause de ces stéréotypes. Alors, c'est pour ça que pour notre émission, je trouvais important de saluer ces coachs, ces GM, ces dirigeants qui ont su aller au-delà de ces stéréotypes. Si aujourd'hui on a un MVP grec, un double défenseur de l'année français, un rookie de l'année slovène, c'est grâce à des hommes qui ont eu le courage, qui ont eu l'audace, et entre nous, qui ont eu l'intelligence d'aller et de mettre leurs idées reçues à l'épreuve. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est facile de faire la cour à Giannis Antetokounmpo, maintenant que c'est un MVP. C'est plus difficile de drafter un gringalet maigrichon de 18 ans qui joue en deuxième division grecque. Et de la même manière que Bill Russell n'aurait jamais été le premier coach noir de l'histoire de l'NBA, si Red Auerbach ne l'avait pas pris sous son aile en fin de carrière, de la même manière que Becky Hammond, par exemple, ne sera pas la première coach femme en NBA sans qu'un dirigeant ne lui donne sa chance, ben, il y a ceux qui ont donné la chance à ces joueurs européens et surtout qui ont leur donné l'opportunité d'apprendre, de se louper et de progresser. Voilà, ça, c'est très important parce que beaucoup de fois, quand les joueurs européens se loupaient, ben, on les mettait de côté, on les mettait à la poubelle. Alors, je profitais de cette petite chronique pour remercier Don Nelson, qui a lancé Sharunas Marčiulionis dans les années 90 avec Golden State, et qui a continué sur sa lancée avec Dirk Nowitzki à Dallas, et qui a continué de croire en lui après sa première saison franchement ratée. Je voulais remercier son fils, Donnie Nelson, qui est le GM des Mavericks aujourd'hui et qui a drafté Luka Doncic, qui a montré la stupidité de ces stéréotypes encore aujourd'hui. Merci à Bill Fitch d'avoir donné sa chance à Drazen Petrovic en NBA, à Rick Adelman d'avoir appris de son erreur lorsqu'il était coach de Portland avec Petrovic et d'avoir plus tard construit une équipe mythique autour de Vlade Divac et Peja Stojakovic. Merci à Orsi Buford d'avoir repéré un petit Franchi de 19 ans et merci à Greg Popovich de lui avoir donné les clés de son équipe, d'en avoir fait un des plus grands sportifs français de tous les temps. Merci à Phil Jackson d'avoir fait de Tony Kukoc et de Pau Gasol des pièces maîtresses d'équipe légendaire. Merci à Jason Kidd d'avoir décelé le fric chez Antetokounmpo. Merci à Mac D'Antoni, à Steve Kerr, à Lionel Hollins, à Tim Conley, Brian Colangelo. La liste est encore longue. Merci et surtout bravo à ces hommes qui ont créé et qui continuent d'utiliser la passerelle entre l'Europe et la NBA. Et tu fais bien de les remercier, tous ces gens-là. C'est vrai qu'il y a des noms qui nous reviennent en tête en premier. Tu as parlé de Popovic, de Phil Jackson aussi, c'est vrai, c'est vrai, hein, qui ont fait confiance à ces Européens. Et d'un côté, tant mieux pour nous, parce que ça nous permet aussi de voir, de voir des Européens en NBA, et du coup de voir la NBA arriver en Europe. Forcément, ça joue dans les deux sens. Et c'est ce qui nous permet là de pouvoir voir des matchs chaque nuit et de pouvoir. L'internationalisation de la NBA, ça passe aussi par les joueurs. Au final, hein, c'est eux les premiers ambassadeurs, on va dire, de la NBA. Donc tant mieux. Et merci à tout le monde. Tu fais bien de le dire. C'est un peu grâce à eux qu'on existe un peu aujourd'hui. Tu vois, des émissions de NBA en France. Qui l'eût cru il y a 15, il y a 20 ans. C'est grâce à ces hommes qui ont donné la chance aux joueurs européens qui font que aujourd'hui la NBA est grande en Europe et que l'Europe est grande en NBA. Les gars, du coup, on parlait de cette génération, on va dire, un petit peu dorée entre Tony Parker, Pau Gasol, Dirk Nowitzki aussi. Est-ce que là, il y en a forcément d'autres noms là, qui vous viennent en tête là, dans ces années, on va dire, début des années 2000, on va dire entre 2000 et 2005, 2006, 2007, 2008, on va remonter un petit peu. Ça a été le. Barnier après, moi je voulais parler plus spécifiquement. Limch, on en a parlé en off hier ou avant-hier. C'était la saison 2006-2007 qui est pour moi charnière pour les Européens, où Andrea Bargnani est en draft 2006, il est drafté en premier à la draft. C'est la première fois qu'un Européen est drafté en premier dans l'histoire. Donc déjà, ça c'était le premier pas, on va dire, dans cette saison-là. Et derrière, Dirk Nowitzki qui est élu MVP de saison régulière avec une saison incroyable avec Dallas. Et Tony Parker derrière qui est MVP des finales 2007 contre Cleveland. Pour moi, c'est vraiment la saison où tout a vraiment pris de l'ampleur pour les Européens. C'est que ce soit premier choix de draft, MVP et MVP des finales, tout était. Tu commences à remporter vraiment le Graal, on va dire. Ouais. Et si je dois aller encore un peu plus loin, mais on en parlera encore tout à l'heure dans
dans le basket international, c'est aussi là où l'Espagne est championne du monde à l'été 2006 contre une grosse génération américaine. Donc, il y a eu cette année-là, entre 2006 et 2007, ça a été quand même le point fort pour les Européens et ça a même dicté après la NBA par la suite. Et c'est marrant parce que cette saison, elle n'était pas totalement linéaire non plus, hein, parce qu'on se rappelle que Dirk Nowitzki, à l'époque où on acceptait le trophée de MVP pendant la saison, ben lui, il n'avait pas reçu devant son public parce que Dallas a été éliminé au premier tour des playoffs. Et après, il a pris une sauce terrible dans les médias américains, quoi. C'était le renforcement des stéréotypes dont je parlais tout à l'heure. C'est l'Européen soft, qui choke, qui ne sait pas porter son équipe, et ci et ça. Et juste après, il y a Tony Parker qui remporte le MVP des finales. Et tu vois, en fait, ça correspond à l'histoire des Européens en NBA qui n'est pas totalement linéaire, mais c'est totalement vrai que cette saison 2006-2007, elle était absolument charnière pour la perception des Européens aux États-Unis. Ouais, c'était au final assez c'est les moments, ça fait partie des moments, on va dire, vous l'avez dit, charnières et qui ont fait que, au final, on est arrivé avec une autre vision. Enfin, les Américains sont arrivés en tout cas avec une autre vision et on a pu progressivement arriver à la nouvelle génération. On va en parler après, en dernière partie d'émission, de cette nouvelle génération avec des gars comme Doncic, avec des gars comme Giannis, etc. Mais ces joueurs-là, alors on parle de Tony, on parle de Dirk, on parle de Pogazol, il y a des Russes aussi qui ont, je pense à des mecs par exemple comme Kirilenko. Kirilenko, Carrément. qui ont participé aussi à cette internationalisation et qui ont cassé un petit peu les frontières, même si certains ont des carrières plus réussies que d'autres, on ne va pas trop se mentir. Des gars même comme Mirza Teletovic, qui a été drafté du coup qui n'a pas été drafté en 2007, qui commence avec les Nets en 2012, si je ne dis pas de bêtises, qui a joué aux Suns et aux Bucks pour terminer. Voilà, ils ont fait partie de ces joueurs, on va dire, de l'Europe, de la vieille Europe, qui ont un petit peu marqué la ligue au final. Non, bien sûr. Non, vas-y, Flavien. Non, vas-y, Tony, on t'en fait pas. Non, mais j'allais dire que c'est aussi un symbole de l'évolution que de voir finalement qu'il y a des joueurs européens à tous les niveaux en NBA aujourd'hui. Il y a Giannis Antetokounmpo qui est un des meilleurs joueurs du monde, qui est MVP, Luka Doncic qui arrive. Il y a aussi des role players et il y a même des joueurs qui sont franchement mauvais mais qui sont toujours en NBA. Ça prouve que même quand ils sont mauvais, on les garde. Alors qu'il y a une époque où on les dégageait, ils n'étaient plus dans la ligue du tout. Et là, ça montre toute l'évolution des joueurs européens en NBA. Il y en avait, j'avais le chiffre, je crois que c'était 55 des joueurs européens 70, pardon. 70 en 2018 des joueurs européens en NBA. J'ai la courbe là, ça monte vraiment. En 2002, c'était 27. En 2004, c'était 41. Et puis ça monte jusqu'à 70 en 2018 des joueurs européens en NBA. Ça montre vraiment que plus les années passent et plus les joueurs maintenant arrivent en NBA au final. Les joueurs européens, en tout cas, se lancent à la draft et malgré des carrières un petit peu décevantes pour certains, en tout cas, ils tentent. Les portes sont ouvertes. C'est vrai qu'ils auraient tort. Ils auraient tort en fait de se priver, de tenter. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Yes. Je suis de retour. Ils auraient tort de se priver. C'est vrai qu'aujourd'hui, de par tous ces joueurs qu'on a cités, tous ces coachs qu'on a cités, on aurait pu encore citer pas mal d'assistants coachs qui font un travail remarquable dans les franchises. On peut parler d'Igor Kokoskov, par exemple, qui a fait un travail remarquable, que ce soit à Utah, qui a eu sa chance à Phoenix, bon après un contexte un peu particulier, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'Euroleague est quand même considéré comme le meilleur championnat derrière la NBA. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, toutes les franchises NBA ont des cellules de recrutement en Europe, c'est parce qu'elles savent clairement qu'elles peuvent trouver une pépite potentiellement moins athlétique qu'un Américain qui sort de la fac, qui est plus basé sur des grosses qualités physiques, mais peut-être un joueur qui a beaucoup plus d'expérience déjà à son jeune âge. C'est quelque chose qui peut vachement attirer aussi aujourd'hui. On en parlera avec Luka Doncic notamment, mais le côté professionnalisant d'un joueur européen jeune, c'est quelque chose qui peut vraiment attirer. Et, je pense que les joueurs européens le sentent qu'aujourd'hui, ils ont un profil qui intéresse beaucoup plus, qui intéresse autant du moins qu'un jeune prospect américain, sauf certains comme les Zion ou les Ja Morant l'année dernière.
Et tu fais bien de le dire justement. Les gars, je vous propose de passer à la troisième partie de cette émission. On a découpé ça vous l'avez vu, en plusieurs parties. Là, on va parler un petit peu de cette dualité qu'il peut y avoir entre d'un côté les USA, de l'autre l'Europe. Et on se rend compte que euh, parfois c'est à notre avantage, en tout cas en tant qu'Européens. On va en parler justement tout de suite dans cette troisième partie d'émission. C'est fait. France-Argentine en demi-finale. Les Français qui battent les Américains pour la première fois depuis 13 ans en compétition officielle. Et effectivement, on parle de cette troisième partie d'émission. Donc, on l'a dit, hein, de cette entre guillemets dualité entre les Américains, les States et puis les Européens. Ça s'est notamment vu à l'international, hein, sur les compétitions entre euh, les JO, les championnats du monde. Ça fait partie des belles rivalités, hein. Antoine, tu l'as dit, maintenant, on commence à rivaliser de plus en plus avec les Américains au final. Euh, et ça s'est vu. Je sais quand Flav, tu avais pas mal aussi bossé là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur cette, entre guillemets, rivalité USA-Europe? Sur les États-Unis, du moins, lorsque ils ont eu le droit d'amener des sportifs professionnels sur les compétitions européennes, ont rapidement été injouables globalement parce que ça a coordonné aussi avec le début de l'explosion de la Yougoslavie, notamment en 91 quand la Croatie déclare son indépendance, où du coup Drazen Petrovic joue plus avec la Yougoslavie. Les États-Unis étaient imbattables, du moins sur les compétitions internationales. La première défaite qu'ils ont eue, du moins les premières défaites, arrivent en 2002, où la Yougoslavie est championne du monde. Parce que déjà, il y a une première défaite contre l'Argentine et derrière, il y a eu deux défaites contre la Yougoslavie de Bodiroga, Stojkovic et Divac. Et après, ils avaient perdu en plus derrière contre l'Espagne. Et à partir de 2002 jusqu'à 2006, les États-Unis sont vraiment en difficulté. Déjà en 2004, avec l'Argentine de Ginobili et tout, qui gagne les Jeux Olympiques. Et puis en 2006, les États-Unis qui perdent contre la Grèce. C'était leur dernière défaite avant l'équipe de France l'été dernier. Mais du coup, voilà, les Européens par période, du moins, ont toujours eu une chance contre les États-Unis. Maintenant, quand les États-Unis amènent leurs meilleurs joueurs et se mettent à jouer correctement, et qu'ils n'ont pas juste simplement envie de faire des entraînements, ça devient une équipe quasiment injouable. Ouais, Ouais, Tony, vas-y. moi, j'allais juste rebondir rapidement. C'est vrai que finalement, la croissance exponentielle du jeu européen NBA au début des années 2000 correspond aussi à la crise du basket américain, parce qu'au-delà des résultats purs, c'est surtout dans la manière dont ils jouaient que c'était franchement pas beau. C'était du one-on-one, c'était les mecs qui voulaient faire les héros à la fin des matchs, qui ne passaient pas le ballon. Et puis tout d'un coup, ils ont vu des équipes étrangères, il y a l'Argentine, la Yougoslavie, l'Espagne, l'Allemagne, qui passaient le ballon, qui n'étaient pas forcément plus doués, qui n'étaient pas forcément plus rapides, plus grands, plus physiques, mais qui arrivaient à les battre en apportant une autre vision du basket. Et c'est une vision qui après a été importante en NBA, qu'on a vu avec les Phoenix Suns de Mike D'Antoni, qu'on a vu après avec les Spurs de 2012, 2013, 2014, et qu'on a même vu encore après avec les Warriors, qui finalement a complètement envahi la NBA. Et en fait, cette dualité, c'est même pas une dualité, c'est un vrai parallélisme entre la crise du basket américain et la croissance du basket européen, qui finalement se sont croisés et qui donnent aujourd'hui le jeu qu'on a aujourd'hui. Et ça fait partie justement Ouais, des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a, enfin, comment vous définiriez, et est-ce que vous définiriez vraiment un style de jeu européen? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui marque enfin, c'est une empreinte, est-ce qu'il y a une empreinte européenne véritablement sur le jeu? Je pense que oui. Parce que Clairement, ouais. je pense que, en fait, je pense que c'est plus le basket européen qui a tendance à se rapprocher du basket qui est pratiqué aux États-Unis, où c'est beaucoup plus basé sur l'isolation, sur des qualités athlétiques, des qualités physiques, des qualités de dribble. Or que si tu regardes avant, par exemple, pour citer des gars comme Bodiroga ou je sais pas, ou même Teodosic ou quoi, et même si tu regardes les matchs de ces joueurs-là, euh, tu vois que c'est quand même beaucoup plus basé sur des systèmes, sur du jeu de passe, sur vraiment libérer le mec pour qu'il ait un shoot propre. En NBA, je trouve que
et particulièrement ces dernières années, c'est beaucoup plus basé sur l'isolation, en fait. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous partagez ou pas cet avis, mais moi, je trouve que, par exemple, quand je regarde Dallas, même si c'est une équipe qui fait des passes quand même, c'est beaucoup basé en fait sur sur les isolations de Doncic. Quand je regarde par exemple les Milwaukee Bucks, c'est du Giannis Ball en fait. Et après, enfin, voilà, ça écarte un peu à droite à gauche. Enfin, je trouve que c'est beaucoup basé sur l'ISO en fait. Ça, c'est parce qu'ils mettent en valeur les talents de leur équipe et qu'ils ont des joueurs vraiment beaucoup trop forts, mais en isolation, c'est presque aussi, presque plus létal que de faire passer la balle pour oublier, par exemple. Mais bien sûr, mais du coup, je trouve que maintenant, quand tu regardes les matchs d'Euroleague un peu, et vu qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui viennent des États-Unis ou qui ont déjà joué en NBA, je trouve que tu as beaucoup plus, par exemple, je vois Shane Larkin, qui fait beaucoup de choses en Euroleague, et je trouve que c'est beaucoup basé sur sa rapidité, sur son efficacité au dribble, etc. Tu vois. Mais c'est un joueur qui ne fonctionnait pas du tout en NBA. Ouais, en plus. Et là, en Euroleague, c'est pratiquement le meilleur joueur. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus le basket européen qui se rapproche de ce qui est fait aux États-Unis. En fait. Mais au-delà de ça, il y a une raison vraiment purement technique. Hein, c'est que par exemple, les parquets en NBA sont beaucoup plus larges, beaucoup plus espacés que ce qu'on a en Europe. Donc forcément, quand tu as plus de qualité athlétique, tu te reposes un peu plus sur les qualités individuelles. C'est vrai qu'en Europe, on commence un peu à avoir ce genre de jeu aussi. Mais finalement, il n'y a pas encore vraiment le succès. Tu parles de Shane Larkin. Avec Istanbul, ils ont fait le Final Four, mais ils ne sont pas allés tout au bout non plus. Et pareil aux États-Unis, je parlais des Suns tout à l'heure qui adoptaient le jeu européen. Et finalement, ce n'est pas allé au bout non plus. Donc, les types de jeux se croisent, mais il n'y a pas encore le succès final. Quoi. Ouais. Antoine, toi, qu'est-ce que tu penses toi, est-ce que pour toi, il y a un style de jeu européen? Je sais que tu voulais réagir tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas. Au final, aujourd'hui, le jeu est clairement basé sur l'isolation de sa star. Pour la plupart des équipes, notamment les équipes qui ont des stars européennes, pardon. Après, oui, quand on regarde clairement le jeu européen, il est clairement moins athlétique, beaucoup plus posé, beaucoup plus. Il y a un jeu beaucoup plus basé sur le demi-terrain, en fait, qui est très agréable à regarder en Euroleague et beaucoup plus physique au final que le jeu proposé en NBA. C'est pour ça que quand on voit les affrontements entre les grosses cylindrées européennes et les États-Unis, comme c'était le cas cette année entre la France et les États-Unis, c'est quand même assez agréable de voir ce jeu européen un petit peu imprégner certaines équipes en NBA, même si le demi-terrain a un peu du mal à prendre sa place. Et dans ce sens, c'est un jeu qui temporise beaucoup plus que le run and gun souvent proposé par la plupart des équipes en NBA et les États-Unis en général. Après, souvenez-vous à la Coupe du Monde, la Grèce qui a eu des grosses difficultés à faire jouer Giannis Antetokounmpo d'une bonne manière. Je pense simplement parce qu'ils n'arrivaient pas justement à développer du jeu un petit peu à l'européenne, du moins comme ils l'espéraient et comme ils le faisaient si bien quelques années avant. Yonim, on a une question sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui demande, Lilian Bordron, qui demande Yonim Brizy-Fournier, tu as changé d'équipe. Apparemment, tu aurais changé d'équipe. C'est quoi cette histoire? Il s'avère que j'ai c'est une histoire de casquette. Effectivement, j'aborde une casquette des Charlotte Hornets ce soir, alors que mon équipe de cœur, c'est plutôt les Nets, hein, comme vous le savez sûrement. J'aime bien, voilà, on change, on est polyvalent, on s'adapte un petit peu partout. Puis les couleurs, j'aime bien, voilà, c'est surtout pour cacher la touffe que j'ai en dessous. On est sur du confinement, sur du pas de coiffeur, donc casquette obligatoire. Et les contours qui vont pas. Et les contours qui sont Allez horribles. sur sa story si vous voulez la réponse. J'espère que Lilian sera ravi de ta réponse. Donc voilà, casquette des Hornets pour moi ce soir. Les gars, je vais vous proposer de passer à la dernière partie de cette émission. On a parlé de l'ex-Yougoslavie, on a parlé malheureusement pas de tous les joueurs européens, mais on va essayer de remonter dans le temps et de terminer avec la nouvelle génération qui arrive. On va essayer de voir un petit peu
qui sont, enfin, tous les joueurs européens qui sont présents en NBA actuellement et tous ceux qui peuvent aller plus haut. Les gars, je vous propose de passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. Here's Middleton, Giannis trailing the lob. Oh! Giannis Antetokounmpo for Chris Middleton. Et nous voilà de retour là pour cette dernière partie d'émission, les gars, avec, je vous le disais, hein, les joueurs actuels, la nouvelle génération d'Européens qui est en NBA. Alors, on va forcément parler, les gars, de Luka Doncic, de Giannis Antetokounmpo. On va parler aussi des jeunes Français, hein, qui arrivent progressivement et qui vont faire leur place, on l'espère. Des mecs comme Franck, des mecs comme Rudy, comme Evan. Bon, ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils sont là, mais qui marquent quand même au final la NBA moderne. Après, évidemment, on peut parler de Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, sûrement son deuxième dès cette année. C'est un peu l'exemple type de la réussite des Européens. C'est un mec qui, à la fois, avait une culture du basket à l'européenne, et lorsqu'il arrive en NBA, il s'est développé physiquement, et maintenant, personne ne peut l'arrêter désormais. Il est simplement trop fort. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Tu le vois aller jusqu'où, justement, Yanis? Alors, sans retomber dans le côté qui sera le meilleur Européen de l'histoire, hein, mais est-ce que tu le vois marquer véritablement l'histoire de la NBA déjà, et puis l'histoire européenne? Ouais. Bon, je peux peut-être laisser la parole aux autres, mais je pense qu'il sera amené forcément à la marquer je pense s'il est bien entouré, il peut aller chercher des titres et des choses comme ça. Il a encore pas mal de temps et il n'est pas à son prime. Enfin, et on en est là, c'est que c'est un joueur qui performe énormément, alors qu'il n'est pas encore sur son âge majeur pour être à son top niveau. On parle d'un joueur qui est très très jeune, quoi, qui a déjà marqué l'histoire de la NBA par son style complètement atypique. Clairement, Antonio a raison, hein, clairement atypique, clairement athlétiquement monstrueux. Même dans cette NBA qui se veut de plus en plus amicale, il rappelle un petit peu la NBA d'antan avec les rivalités et tout ça. Il a déjà marqué la NBA. Après, voilà, je pense que l'équipe qui est en train de se créer autour de lui est tellement forte et tellement bien construite que si le collectif arrive à gagner, au final, il aura réussi clairement sa mission. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il l'a déjà marqué, en fait, malgré son jeune âge. Et malgré que je sois pas fan du joueur, ni même de l'équipe, moi, je pense que c'est déjà fait. Si je me trompe pas, c'est le deuxième MVP européen, ce qui est déjà énorme, en fait. On se rend pas compte, je crois, mais c'est juste énorme de le faire. Et aussi à un si jeune âge, en fait. Et il va probablement, comme disait Fabien, l'être une deuxième fois. Donc, ouais, je pense qu'il l'a déjà marqué et que le pire reste à venir, en fait. Et à côté de lui, il y a un mec comme Doncic, par exemple. On est sur un autre style de jeu, du coup, moins athlétique, plus dans la volupté. Enfin, justement, là, Doncic, un petit avis sur lui et sur ce qu'il va apporter à la NBA, justement. Tonio? C'est exactement comme Antetokounmpo. Ce qui est impressionnant avec ces deux joueurs, c'est qu'ils sont très, très, très en avance sur les temps de passage des trois pionniers dont on a parlé, Pau Gasol, Tony Parker et Dirk Nowitzki. Giannis Antetokounmpo, il a 25 ans. Et aujourd'hui, on peut légitimement arguer que c'est le meilleur joueur du monde. Alors, il y a débat, est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième? Il est dans ce groupe, il fait partie de ce groupe. Luka Doncic, il a 21 ans et c'est déjà un candidat au MVP. En termes de précocité, c'est la première fois qu'on a des joueurs européens qui sont aussi jeunes et aussi forts. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, jusqu'où ils pourront aller? Comme tous les joueurs qui sont à ce niveau, à cet âge-là, et je pense que ce n'est pas de l'hyperbole de les comparer à tous les plus grands joueurs qui ont marqué l'histoire récente de la NBA. On peut parler de LeBron James, mais même sans aller à lui, juste Kevin Durant, Stephen Curry. C'est des joueurs qui sont titrés, qui ont des MVP. Et honnêtement, si Luka Doncic ne remporte pas un, voire 2, 3 MVP, je serais assez surpris d'être aussi fort, aussi jeune, comme disent les Américains, de sky is the limit. C'est un joueur qui est riche en plus. Ouais.
Dis-moi. T'avais la stat, enfin, c'était Doncic, il est élu dans le. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est que Doncic, tu parles de précocité, Tonio, c'est que il a été élu il y a pas longtemps là dans le enfin, dans le 5 majeur de la décennie en Europe, Non, ouais. tout simple, en 2 saisons et demie, un truc, En quelque deux chose, saisons, quelque ouais, chose du genre. de ses 16 à Le, le- 18, ouais. c'est ça, c'est qu'il est parti à 18-19 ans de l'Europe et en 10 ans, enfin en 2 ans, il a fait ce que des dizaines et des dizaines de joueurs n'ont pas fait et c'est assez impressionnant en fait. Tu parles de précocité, Tonio, c'est fou ça. Déjà son palmarès à 21 ans, c'est un truc qui fait déjà tourner les têtes quoi. Juste pour terminer, alors, je ne vais pas rentrer dans le troller trop Antoine et la draft de Luka Doncic avec les Hawks et avec les Kings. Mais du coup, c'est toi, Thomas, qui l'a récupéré. Enfin, toi, pas toi personnellement, mais bon, on va dire que Ne c'est toi parlons qui pas, l'as ne parlons récupéré. pas des GM européens qui font parfois des erreurs, ça arrive aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que Thomas, toi, as encore plus la chance de l'admirer tous les soirs parce que c'est ton équipe de cœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Luka au final? Bah, il est exceptionnel, hein. Il y a pas, enfin, il y a beaucoup de choses à dire encore une fois, et je pense que le mot exceptionnel résume bien ce qu'il est en train de faire actuellement. Euh, je sais pas, le voir jouer en fait, c'est un plaisir. Le gars, il est à 2 à l'heure, mais c'est tellement technique, c'est fluide, il peut faire ce qu'il veut, en même temps c'est costaud. Enfin, je sais pas, il a tout en fait, il a tout quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, au final, où il joue vraiment. C'est pas du tout. C'est l'inverse de la NBA moderne, quoi. Là où on Ouais, voit des monstres, il joue comme un vieux, quoi, si on peut dire ouais, ça c'est comme ça. ça, sans être négatif. Là où on parlait tout à l'heure de jeu à l'européenne, sa capacité à être hyper fort sur les isolations, c'est là aussi où il arrive à se démarquer en Exactement. NBA. Exactement. C'est- Enfin, dans l'isolation, ça ressemble un peu à Harden, quoi. Enfin, on va dire, c'est un peu moindre, mais ça ressemble un peu, je trouve. Même le step back et tout, il y a que eux deux qui font vraiment ça autant de fois et avec autant d'efficacité. Le step back à 3 points, il y a que eux en isolation comme ça. Ils t'endorment un peu avec leur dribble entre les jambes et boum, ils t'envoient un truc, tu sais pas d'où ni comment ça rentre et voilà quoi. Et t'es juste impressionné. Et puis même la qualité de passe, enfin, je sais pas, il a tout quoi. Même, je sais pas, même le nombre de triple-double qu'il peut faire en une saison, c'est incroyable pour un joueur aussi jeune qui n'a pas non plus le gabarit de LeBron James, on va dire. Voilà, en fait, il sait utiliser sa technique au bon moment quand il faut. Il n'y a pas d'effort superflu, j'ai l'impression. C'est Et surtout, comme son jeu n'est pas reposé sur les qualités athlétiques, il va très très bien vieillir en NBA. Bon, après, c'est vrai Mhm. qu'il a commencé sa carrière professionnelle très tôt, à 15 ans. Donc, je ne sais pas comment ses genoux vont tenir par la suite, mais en tout cas, son jeu, il y a clairement moyen qu'il joue très très longtemps en NBA et qu'il marque l'histoire du basket tout simplement. Tu vois, c'est un peu comme Dirk en fait, parce que Dirk, son jeu, il n'est pas du tout basé sur des qualités athlétiques. C'est un mec qui te prend au poste haut, poste bas, il t'isole, voilà, il te met un petit shoot sur la tête, et le mec, il a joué jusqu'à 41 ans, quoi. Donc, C'est ça. Les gars, on va terminer cette émission. Alors, malheureusement, on ne pourra pas parler de tous les Européens et de toute la nouvelle génération qui arrive. C'est vrai qu'on a parlé des plus forts. On a parlé de Luka Doncic, de Giannis Antetokounmpo. Les Français, peut-être qu'on y viendra plus tard avec des mecs comme Sekou aussi, Sekou Doumbouya, qui on l'espère, va réussir en NBA. Il y a il est mal Kylian barré à Détroit, en sens, je ne vais pas me. Il y a un Ouais, voilà. terrain vague, quoi. Ouais, On Bon espère courage. qu'ils s'en sortent. Des mecs comme Franck aussi avec les Knicks, c'est pas simple non plus, mais peut-être on parlera des Français plus tard. Il y a pas mal d'Européens dans les autres franchises qui. Il y a une émission, hein, il y a une émission à réécouter Une sur émission le sur les bilan Français. français cette saison. Effectivement. Et Quel professionnel, Antoine. effectivement, on vous invite à réécouter On tout pas ça beaucoup, mais sur les réseaux. Les gars, je vous propose de passer à la toute dernière partie d'émission. Je vous ai préparé un petit quiz. On va voir, comme d'habitude, on aime bien animer les dernières parties d'émission avec des petits jeux. Si vous êtes chaud, on se fait un petit quiz tout de suite, les gars. Un petit quiz pour cette fin d'émission. Il faut que je retrouve mes questions. Alors, j'ai du coup plusieurs questions. Ce qu'on va faire pour la première, vous allez me donner chacun un chiffre
Je vais vous poser la question, vous allez me donner chacun votre tour un chiffre, et c'est celui qui se rapproche le plus du chiffre exact qui marquera le point. Vous allez très vite comprendre. Les gars, si je vous dis combien de points au Scrabble rapporte le nom Dirk Nowitzki? Mais Nom, prénom, nom, prénom. Nom, prénom. Ah, Au total, on va commencer avec toi, Flavien, vu que tu rigoles très fort. Tu dois me donner un total. Est-ce qu'on peut prendre des notes vite fait? Non. Est-ce que les Non. personnes 40, qui regardent sur le 40, Facebook Live ont le droit de jouer aussi? Oui, vous avez le droit de jouer si vous voulez sur Facebook, bien évidemment. Flavien, tu me dis? 41, tiens, allez. Allez, Flavien qui me dit 41. Ok, Tonio, dommage. tu me dis combien? Bah écoute, moi je joue beaucoup au Scrabble, je joue un Z, ça fait 10, 2K, ça fait 10, ça fait 30. Vas-y, un aide-nous, W, aide-nous. 10. Allez, Posez. un petit 58. 58, ok. Thomas, tu nous dis quoi? Moi, je vais dire 64. 64, ok. Antoine, tu nous dis quoi? On est à 70. 70, ça fait beaucoup. Eh ben, les gars, la réponse, c'était 49 au total. Oh, Et du coup, je crois que c'est Flavien qui est le plus près, à égalité, du coup, avec Tonio. Tonio. Allez, je te laisse le point, Flavien. Ouais. Merci. Non, mais ça ça fait veut un dire point, qu'il va te défoncer. Ça va faire 0,5. un point pour tous les deux, les gars, pas de souci. Du coup, deuxième question. Au début de cette saison, attention, là pareil, c'est un chiffre, il va falloir me donner une réponse. Combien il y avait d'Européens au début de cette saison? Combien d'Européens en NBA? Les gars, 81. le plus près marque les points. Tu me dis 81, Flav. Ok, très bien. Tonio, tu me dis combien? 62. 62, ok. Thomas? Je vais dire 65. 65, ok. Et Antoine? 73. 73. Les gars, la réponse, c'était beaucoup moins. C'était 49 au total européen. Encore? Du coup, Tonio, tu marques les points. Ça fait que 49 joueurs européens. Alors, j'ai pas tout vérifié, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé mes sources. Là, va l'air un petit peu dubitatif de cette réponse. Pourtant, c'est pour toi, elle est pour lui. Mais... mais, non, ouais, c'est pas ça là. mais c'est sur la dernière actualisation. Du coup, ça avait l'air plus ou moins juste. Ouais, c'est quand même un peu 49 surprenant, tu vois. Quelles sont tes sources? Non. Du coup, les gars, je ne dévoile jamais mes sources. Les gars, on va continuer dans les chiffres rapidement, vite fait. On a parlé de l'ex-Yougoslavie. Alors là, la question, pareil, il va falloir me donner un nombre total du nombre de joueurs d'ex-Yougoslavie et de Yougoslavie, si elle existait encore actuellement. Combien de joueurs au total dans l'histoire de la Ligue NBA? Combien il y en a qui ont joué en NBA? Ouais. Waouh. On s'est déjà compté ceux de cette année. Ouais. Voilà, ça fait un beau petit chiffre. Tu peux me donner un indice ou pas? Est-ce que c'est 3 chiffres? Non, c'est 2 chiffres. D'accord. 60. Allez, Flav, qui commence 60. Tonio, tu nous dis combien? 52. 52, ok. Thomas? Vas-y, je vais dire 49. 49. C'est bien tenté, c'est bien tenté. 47. 47, c'est plus que ça. Au total, ça fait 78 joueurs Ah ouais. qui regroupent l'ex-Yougoslavie, donc la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie, du coup, et la Macédoine. 78 joueurs Tu veux nous faire la liste, Yonim? au Pour total. nos auditeurs. Avec les noms bien prononcés. On peut vous faire la liste et vous me donnez encore une petite heure. Et voilà, donc point pour toi, Flav, du coup, bien joué. Les gars, attention, là, ça va être de la rapidité. On en a parlé dans l'émission. Il va me falloir donner le nom et l'année. Ok, vous êtes prêts? Du premier joueur européen drafté numéro 1. Mariani 2006. André Mariani 2006. Et c'est Thomas qui a été le plus rapide. Bien joué, Thomas. Je ne sais pas si c'est grâce à ta connexion ou pas, mais C'est faire pour info. Tu pourras remercier ton opérateur. Il y a des mails qui vont être envoyés là. Attention, les gars. Surtout Antoine. Du coup, tu marques le point. Du coup, ça fait un point pour toi. Petit bonus, les gars, justement, c'était donc en 2006, l'année de la draft d'Andrea. Les gars, il y avait 3 autres Européens
drafté cette Oh. année-là. Hmm. Si vous arrivez à m'en donner, si vous arrivez à m'en donner au moins un, marquez des points. Si vous me donnez les 3, vous marquez 3 points. Waouh. Il y en a un, je vous le trouverez jamais, mais il y en a l'autre, vous pouvez le trouver. Il a été drafté 13e en 2006 pour le coup. Quelle franchise? Aux Rockets. Ça va être pas vrai. C'est aux Rockets qui a été drafté. Attends, je vais vérifier quand même. Il en sait rien en fait. Oui, c'est ça. Tac. Donc, C'était 2006. avec les Rockets. Non, il était drafté du coup au Thunder, pardon. Thunder. Il était drafté. Gallinari. Non, il Ah était ouais, drafté c'est ça. par le Thunder et il a commencé sa carrière NBA aux Bulls en 2006. C'est un Attends, pays il dont était on drafté en- c'est un pays dont on n'a pas parlé encore ce soir. Ah Un non, pays c'est européen pas- dont on n'a pas parlé. C'est un pays neutre. C'est un joueur d'un pays neutre. Ok, c'est là en Suisse. Non. C'est Folocha. Tabo Sefolosha, ouais. Bien joué, Tabo Bien Sefolosha joué. qui était drafté numéro 13. Du coup, un point pour toi en plus, Flav. Les autres, je ne vais pas vous faire stresser plus longtemps que ça. C'était Oleski Pecherov, du coup, Le qui était fameux. drafté 18e. Alors, tu rigoles, mais il était drafté quand Reconnu même même. 18e au Wizard et il a joué à Paris, au Paris Racing Ah ouais cette année-là. Et le dernier, du coup, au premier tour, c'était Sergio Rodriguez, qui Ah était ouais. drafté Ah ouais. 27e aux Blazers. Non. Voilà. Dernière petite question, les gars, pour terminer cette émission. Allez, celle-là, elle vaut 2 points. Le premier qui me donne le nom de l'équipe universitaire de Joachim Noah, qui était drafté en Florida 9e. Gators. Florida. Gators. Et Florida. c'est Tonio qui marque les doubles points. Bien joué, les gars, pour ce quiz Je veux final signaler d'émission. qu'on avait tous la réponse, donc ça montre la culture basket de Time Out. Et je suis fier de vous et j'espère que vous êtes fiers de vous aussi, les gars. Bien joué. Ah, merci. Bien joué De ouf. pour cette émission, si je calcule les points, il me semble gagné, que c'est Tonio C'est qui Tonio. C'est Bravo. Tonio, gagne ouais. ce quiz. Sur le Juste buzzer. derrière, Flavien, pas loin. Clutch. Bien joué les gars. Bah, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission sur un format un petit peu particulier. Alors, je m'excuse par avance pour tous ceux qui réécouteraient l'émission s'il y a des petits problèmes techniques et surtout aussi. si on n'a pas parlé de certains joueurs. Il y a des joueurs dont on n'a pas mentionné le nom. Je pense à Sabonis par exemple. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui méritaient d'être mentionnés. Sarunas Marchilionic aussi, qui était. On l'a dit, on en a parlé. Ah, on en a On parlé. l'a mentionné. On l'a mentionné. Rapidement, c'est vrai. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de joueurs dont on n'a pas parlé et j'espère qu'on pourra se rattraper. Merci en tout cas, les gars, pour cette émission. Et puis, bah, merci à Samy, surtout, pour, Je vous en prie, pour c'est la un technique plaisir. et pour la réalisation de cette émission. On va essayer de vous proposer ça. Si on peut faire autrement et retourner en studio, on aimerait beaucoup. Mais en attendant, on va continuer à au moins vous faire des émissions et puis à vous faire kiffer un peu sur les réseaux aussi, sur Twitter, sur Facebook, voilà, en vous partageant le basket. Même s'il n'y a plus de basket, même s'il n'y a plus de NBA, au final, on trouve toujours des moyens de parler de notre passion, les gars. Yes, merci. Et bah, je vous dis à la prochaine. Samy, je te laisse conclure ce live si tu veux et je te laisse raccorder l'antenne, rendre l'antenne à Paris. Samy, merci. Et puis bah, les gars, à la prochaine. Ciao. 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 À la prochaine, Yanim.